Hasni Abidi, professeur à l'Institut européen de l'Université de Genève, Akram Belkaïd, écrivain, journaliste, Mohamed Souifaoui, journaliste, également spécialiste de l'Algérie, tous, et Pierre Vermeuren, historien et spécialiste du Maghreb. Avant de reprendre notre débat, on va tout de suite écouter ces témoignages d'Algériens sur ce scrutin donc, qui se déroule ce jeudi. Non mais franchement, j'attends absolument rien de la politique algérienne, non. Plus rien. Je ne m'intéresse même pas à ça parce que je pense que tout est fait, tout est déjà... Il n'y a pas de politique, tout quoi, voilà. Tout le monde devrait voter normalement. À quoi? Un changement, qu'il y ait un changement. Et c'est à nous de changer, si vous voulez, la situation dans notre pays. Ça ne peut pas être changé d'elle-même. On attend pour, par exemple, du travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes. C'est surtout pour les jeunes. Le changement, ça, c'est pour les jeunes. Je n'ai envie de voter pour aucun des candidats. Personne n'est convaincant, à part Abdelaziz Bouteflika. Ils montent tous, ce sont tous des microbes, des escrocs. Les hommes politiques sont une plaie. Hasni Abidi, est-ce que les islamistes vont tirer, selon vous, leur épingle du jeu ? Le premier enjeu, c'est le taux de participation. Le deuxième, c'est bien sûr le score des islamistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi quand même à faire une coalition, ce qu'on appelle la coalition donc verte, plus des nouveaux un peu quelques nouvelles formations islamistes. Et le deuxième élément, c'est que les islamistes d'habitude, ils se mobilisent plus que les autres formations politiques en cas de participation moyenne. Donc les islamistes, ils se mobilisent, ils ont une bonne participation et une participation active. Mais le dernier élément, c'est que même si les islamistes arrivent à enregistrer des bons scores, ça ne veut pas dire qu'ils auront la majorité parce que le système électoral est tel qu'il ne permet pas absolument une majorité. Mais évidemment, moi, je pense que plutôt on va voir même scénario, c'est-à-dire l'alliance présidentielle du FLN, du RND de M. Ouyahia, l'actuel Premier ministre, avec la coalition verte qui va probablement arriver en tête. Mohamed Souifaoui, est-ce que ces islamistes sont sous la coupe du pouvoir ? Est-ce qu'ils sont bien encadrés par le pouvoir ? Alors, au risque de vous choquer, pour répondre un peu brutalement à la question que vous posez sur les islamistes, je dirais on s'en fout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne faut pas rester avec des schémas qui seraient calqués sur ce qui se passe, par exemple, en Égypte, etc. En Algérie, il y a deux types d'islamistes. Il y a des islamistes, ceux du fils ou les anciens du fils, qui remettent en cause fondamentalement la nature du régime. Il y a la partie terroriste, issue aussi du fils. Et il y a une autre partie d'islamistes qui, elle, a été invitée à la répartition de la rente. Et d'ailleurs, le pouvoir algérien de Bouteflika compte dans sa coalition un parti islamiste et des partis d'opérette, soi-disant d'opposition, mais qui n'en sont pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, les islamistes, quand ils participent au régime, ils font exactement ce que font les cadres du FLN, du RND, c'est-à-dire des affaires. Ils sont souvent cités dans des affaires de corruption. On a plusieurs affaires qui mettent en cause le MSP de Soltani, justement. On a aussi des partis qui ont été une création, je dirais, totale du DRS, et en tout cas qui sont manipulés par lui. Jaballah, par exemple, est quelqu'un aujourd'hui qui a des relations, y compris avec les Américains. Menasra est un pur produit du système. Enfin, ce sont des gens, encore une fois, qui sont dans une, je dirais, dans une grande pièce de théâtre où on a des personnes qui sont totalement liés au système, mais qui donnent l'apparence, ce que vous disiez tout à l'heure, cette apparence de formalisme, de diversité politique, d'offres prétendument différentes, mais qui en réalité la même. Et je terminerai d'un mot. Le projet islamiste est mis en application, je veux dire, dans sa version soft, bien sûr, est mis en application aujourd'hui par le pouvoir. C'est Ouyahia qui a, pour le prononcer à l'algérienne, qui a fermé les bars, qui fermé, enfin les restaurants qui. Il y a une islamisation aujourd'hui de la société algérienne. Il y a une volonté du régime algérien non pas à l'islamisation dans la logique idéologique du terme, mais il y a l'entretien d'une bigoterie. Tant et si bien qu'on a aujourd'hui abruti totalement une partie de la société en entretenant, à travers l'école notamment, et la culture, quelque chose qui n'a ni queue ni tête. C'est pas un pays islamiste en tant que tel, mais c'est pas un pays progressiste. Il y a une bigoterie comme ça, et je terminerai. Un pays qui se permet,
Bouteflika, je dirais une petite coquetterie. 1 milliard d'euros pour construire une mosquée, franchement, je pense que l'Algérie... C'est la 3e plus grande mosquée, je crois, du monde, après la Mecque et Médina. Mais franchement, c'est presque un détail. La construction de cette mosquée, c'est presque un détail par rapport à la construction de milliers de mosquées dans l'ensemble de l'Algérie. Oui. On construit plus de mosquées que d'écoles. Mais c'est un processus de long terme, l'islamisation de la société algérienne. Ça a été un projet politique dans les années 70 qui est passé par l'école, qui est passé par la réforme du statut personnel, ce qu'on appelle le code de la famille. Donc ça fait très longtemps. La lutte contre l'alcool, la moralisation entre guillemets des mœurs, la tenue vestimentaire, c'est des processus très anciens. Le fait que les femmes ne sortent pas dans l'espace public le soir, etc., etc. Donc tout ça s'additionne avec un enseignement qui reste extrêmement idéologique et qui ne permet pas à une grande partie de la jeunesse de sortir d'une vision assez étroite du monde. Et puis il faut ajouter que, comme dans tout le Maghreb, il y a une inondation par les télévisions satellitaires en provenance du Golfe, qui est en provenance d'Arabie Saoudite, du Qatar ou d'ailleurs, et qui évidemment a une dimension d'intoxication idéologique que le monde n'a peut-être jamais connue. Donc à partir de là, la société, que voulez-vous qu'elle fasse ? Akram Belkaïd. Oui, alors je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterai 2 choses. On a aussi un phénomène assez important dans l'Algérie d'aujourd'hui qui est celui de la relative perte de vitesse, de perte d'influence des partis qu'on disait laïques ou modernistes. C'est-à-dire pour quelle raison ? Après 20 ans de désert politique, d'interdiction d'existence, de manifestations, de militantisme, de diabolisation de tous les partis dits démocrates, dits laïques, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que l'offre politique, parce que cette question, on la pose rarement, mais quelles sont les offres politiques en Algérie, à part de promettre une qualification à la Coupe du Monde? On voit toujours que ça tend vers flatter la nature conservatrice du peuple algérien. Ça, c'est pour la réislamisation. Le deuxième point, je pense que par rapport aux islamistes qui se présentent à ce scrutin, il y a un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, qui est celui du pouvoir algérien, qui entend démontrer à la fois à son peuple, mais à la face de l'opinion publique internationale, que l'expérience de 92 est définitivement oubliée et que l'Algérie peut se permettre de laisser un parti islamiste se présenter aux élections sans que ça pose de gros problèmes. En clair, ça consiste à vouloir faire oublier, à occulter cet immense fantôme qui vient d'être cité, qui est le fils, dont on n'a pas beaucoup parlé, on ne sait pas très bien ce qu'il représente aujourd'hui. Qui avait gagné les élections en 91, on rappelle. Qui avait été annulé, et dont on ne sait pas ce qu'il représente aujourd'hui, dont les chefs en exil, notamment au Qatar, ont appelé au boycott, et dont on ne sait pas ce qu'il représente en réalité dans l'échiquier politique algérien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure non plus que ces partis dits islamistes qui ont fait de l'entrisme, qui sont dans le business, etc., soient demain contrôlés de l'intérieur par de nouvelles adhésions, par des gens qui auront vu que le fils n'existe plus et qu'il est temps de passer à autre chose. Si vous permettez, le tout petit reportage où vous avez montré les Algériens les témoignages. C'était intéressant. Ça explique aussi ce sur quoi vous vous interrogez au début. C'est-à-dire pourquoi les Algériens regardent ce qui se passe en Tunisie et ailleurs. Parce qu'il y a quand même, vous n'auriez jamais pu voir ça dans la Tunisie de Ben Ali. Il y a une liberté de ton, une ironie, une distance avec leur propre société, leurs propres dirigeants, qui est aussi une soupape, à mon avis, de libération très importante et qui fait que les gens se disent bon, vous avez entendu, on s'en fiche. Ça, vous ne pouviez pas l'entendre dans beaucoup de pays. On est dans une logique de défiance par rapport au pouvoir. Et il faut peut-être rappeler que durant les 2 dernières années, il y a eu un nombre incalculable d'émeutes, parfois pour rien, c'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, aujourd'hui, des jeunes peuvent faire des barrages et brûler des pneus et revendiquer, en tout cas, sans le dire clairement, sans le formaliser ou sans le verbaliser de manière claire, mais un autre projet de société. Asni Abidi, je vois aussi, parce qu'il faut qu'on avance un peu dans le débat. 2014, il y aura une élection présidentielle. Abdelaziz Bouteflika n'y participera pas. Il a 75 ans. Quelle alternative aujourd'hui à Abdelaziz Bouteflika ? Je crois que le régime suit de près cette élection pour une raison très importante. D'abord, il a reçu une belle caution sur le front des forces socialistes, de partis de l'opposition de toujours, qui participent pour la première fois à ces élections. Je rappelle aussi que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les mosquées. Les musulmans en Algérie construisent eux-mêmes leurs mosquées. Ce n'est pas l'État, c'est pas dans tous les cas. Je vais dans un petit village dans l'Est et c'est les habitants d'un quartier qui ont cotisé pour construire une mosquée, hormis bien sûr cette nouvelle mosquée.
Un autre élément très important, c'est le fils. C'est vrai, comme l'a dit Akram Belkaïd, c'est un grand problème. C'est vrai qu'Abbas Madani a appelé au boycott, mais on sait qu'Abdallah Jabballah, même s'il a des relations avec les États-Unis, mais personne ne peut soupçonner d'avoir des relations avec les États-Unis et dire qu'il n'a pas le droit de faire la politique. Chef du parti islamiste aussi, hein. Avec la police politique aussi. Il arrive parti islamiste aussi, on le dit pour le téléspectateur. Il arrive à capter quand même un certain électorat du fils. Mais disons qu'aujourd'hui, le fils, comme à plusieurs dizaines d'années, depuis 1988, 20 ans. Donc il est difficile de voir quel est le profil aujourd'hui d'un militant de fils ou de sympathisant de fils et pour qui il va voter. Donc aujourd'hui, le président va suivre cette élection. On sait qu'il a un dauphin, c'est son représentant spécial, M. Belkadem, l'actuel président du FLN, qui lui-même contesté par son comité central et par les membres du FLN. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'Algérie encore va renouer avec un président probablement surprise et la préparation soutenu par les militaires, comme d'habitude. Bien entendu, Ahmed Ouihia, on le dit, l'actuel Premier ministre, il est soutenu par l'armée, mais je pense qu'il n'y a pas une règle, en tout cas, générale en Algérie, quant au choix du candidat pour la présidentielle. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce débat, il nous reste encore quelques minutes et j'aurais aussi qu'on parle, parce que l'autre actualité, c'est que la France a un nouveau président. On sait que les relations entre la France et l'Algérie sont plus que, on peut dire, passionnelles, tendues, enfin, il y a plusieurs qualificatifs de cet ordre-là. Il y a eu un traité d'amitié qui a été écrit en 2003 et ce traité d'amitié est toujours au placard. Est-ce que vous pensez que l'élection de François Hollande peut apaiser ces tensions dans cette relation franco-algérienne, Pierre Vermeuren ? Écoutez, je ne sais pas si ça peut être signé. Ce que je vois, c'est que le régime algérien, effectivement, a fait campagne à sa manière, verbalement, pour François Hollande, qu'il y avait une attente, certainement. Et d'autre part, quand on a entendu le discours, les récents discours de Bouteflika, mais notamment cette semaine, on voit qu'il y a une forme de détente verbale vis-à-vis avec presque, alors que c'était quand même l'anniversaire des émeutes de Sétif, du massacre de Sétif, donc on peut pas dire que ce soit une occasion propice à avoir des discours sympathiques avec la France. Donc là, il y a un signe côté algérien. Et peut-être côté français, je ne sais pas. On a vu François Hollande d'ailleurs qui a célébré le massacre à Paris du 17 octobre 61. Oui. Donc ça c'était peut-être aussi un signal pour l'Algérie. Akram Belkaïd. C'est un geste très important qui n'est pas passé inaperçu en Algérie. Il faut savoir que François Hollande a beaucoup de relais en Algérie. Il s'y est déplacé. C'est d'ailleurs à Alger qu'il aurait trouvé sa fameuse formule. C'est en sortant de la cathédrale Notre-Dame d'Afrique qu'il a eu l'idée de ce slogan « L'homme normal », c'est dit par ses biographes récemment. Et là, c'est séjourné en Algérie comme stagiaire. Voilà, il a une volonté d'apaisement des relations qui ont été quelque peu heurtées ces derniers temps. Je ne pense pas qu'on va réexhumer le traité d'amitié parce que c'était une autre période et que ça pourrait recréer de la division, notamment dans la classe politique française. Mais il y a certainement une volonté de normaliser et d'apaiser les relations avec un pays, l'Algérie, qui est tout de même l'un des rares pays avec lequel la France présente un solde commercial positif. Donc on sait en France que le commerce avec l'Algérie, les affaires avec l'Algérie, c'est important. Tout à l'heure, Pierre a parlé des entreprises chinoises. C'est quand même un marché à préserver. Et les signaux qui ont été envoyés côté algérien ces derniers temps ont quand même été des signaux de défiance à l'égard des intérêts économiques français. Hassani Abidi, est-ce que vous pensez que ces relations vont être un peu moins tumultueuses ? Un marché important, mais surtout la France, pour la France, l'Algérie est un pays stabilisateur pour la région. N'oubliez pas la région du Sahel et les pays voisins, la Tunisie, la Libye et le Maroc, quand même. Ça, c'est très important. Donc, on ne veut pas trop... En tout cas, et le Mali aussi, Et le Mali, bien sûr, l'Algérie. Dernier élément, je crois que le François Hollande a peut-être de la chance parce que dans un an, on va commencer une campagne électorale pour les élections présidentielles. Donc, probablement, il va cohabiter avec un nouveau président et donc gageant pour une nouvelle approche entre les relations entre la France et l'Algérie. Mohamed Sifawi. Alors, deux choses. Moi, j'espère que François Hollande tiendra parole parce que dans l'un de ses derniers meetings à Bercy, il avait dit « Le 6 mai, je l'espère, ce sera une très bonne nouvelle pour les démocrates et une très mauvaise nouvelle et une terrible nouvelle pour les dictatures corrompues. » Moi, je mets l'Algérie Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, avait dit la même chose en 2007. Oui, il avait un discours tout mais aussi Nicolas Sarkozy n'a pas tenu parole dans pratiquement beaucoup de choses qu'il avait promises. J'espère que François Hollande tiendra parole. J'espère surtout qu'il ne sera pas négativement influencé par un certain entourage qui est en train de le tromper parfois ou qui serait susceptible de le tromper
par rapport à l'Algérie. S'il y a un traité d'amitié à signer avec l'Algérie, et je l'applaudirai de mes 2 mains et de mes 2 pieds, j'espère que ce traité d'amitié sera signé avec le peuple algérien et non pas avec un régime qui a servi son peuple. C'est tout le distinguo. C'est-à-dire qu'on peut évidemment faire des affaires, faire du business, etc. Mais à un moment donné, il faut remettre les valeurs au centre aussi des discussions. On ne peut pas rester dans cette relation à la fois confuse et malsaine avec des gouvernements européens qui sont dans une complaisance complètement malsaine à l'égard de régimes qui sont eux-mêmes malsains et réclamer finalement que à la fois il n'y ait pas d'islamistes alors que ces régimes sont générateurs d'islamistes eux-mêmes par leur politique. Vous voulez dire, en fait, là vous dites que François Hollande va peut-être faire preuve de fermeté vis-à-vis de ce régime. Je ne me fais pas d'illusions. François Hollande est un pragmatique. J'espère qu'il ne donnera pas de blanc-seing, j'espère qu'il ne donnera pas de chèque en blanc à un régime détestable. J'espère que François Hollande négociera et discutera avec le pouvoir algérien avec les valeurs universelles qui sont défendues par la gauche et auxquelles il est attaché, je le sais. Voilà. J'espère que François Hollande ne fera pas l'erreur de certains On n'a pas dit à quel point le régime algérien, à travers ses discours à l'opinion internationale et aussi surtout à l'opinion publique nationale, a attaché une grande importance. Il y a eu des discours même appelant catastrophistes en disant que si les Algériens n'allaient pas voter, ce serait quelque chose de dramatique. Il y aurait des influences étrangères qui s'abattraient sur le pays. Donc peut-être que ça, c'est une manière de donner des gages. Ce formalisme dont tu parlais tout à l'heure, il faut donner les formes. Et d'ailleurs, il semblerait que les socialistes français, ou en tout cas au niveau de l'international socialiste, aient fait pression sur le FFS justement pour participer aux élections. Donc il y a une volonté collective de donner une apparence de l'égalité et même au-delà. Les États sont des monstres froids, ça vous a pas échappé? Non, ça m'a pas échappé. Mais si on de la société civile, je reste dans mon rôle. En tout cas, si c'est le cas, ce que vous nous dites, Pierre Vermeuren, ça va pas tellement dans le sens de ce que vous disiez. Non, mais en tant qu'acteur de la société civile, j'ai le droit de rêver. Un tout dernier mot, Assia Abidi, un dernier mot qu'on va rendre. C'est quand il demande à ce que l'accord d'amitié soit signé avec le peuple algérien, on peut attendre longtemps. Mais oui, ce qu'on pourrait faire, je veux rêver. Ce qu'on pourrait faire, c'est travailler déjà dès maintenant avec certaines dynamiques économiques et sociales qui existent déjà en Algérie pour un changement et une transition, mais dans l'ordre. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de ces élections législatives en Algérie. On les suivra évidemment, on suivra les résultats sur notre antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. À demain.